Bonjour à tous. Alors, donc normalement la salle d'attente est en train de nous rejoindre. Vous devriez voir mon écran. Je vais attendre quelques minutes pour laisser un petit peu de tolérance à ceux qui ont une minute de retard. Alors, donc bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci beaucoup de vous joindre aujourd'hui avec nous pour ce 6e webinaire. Donc on est ensemble pour 2 heures et pour rappel, donc ce webinaire sera enregistré et il sera ensuite disponible en replay sur notre chaîne YouTube. Donc de cette manière, si vous n'êtes pas en capacité d'assister le jour J ou bien d'assister dans son intégralité, vous pourrez toujours revisionner ensuite ce webinaire. Donc le sujet de ce webinaire d'aujourd'hui, c'est donc les techniques de concertation et de mobilisation pour l'élaboration de politiques cyclables. Donc je vais sans plus attendre vous présenter le sommaire de ces 2 heures ensemble et puis vous présenter les intervenants qui seront nos invités pour parler du sujet. Donc pour commencer, on aura une petite introduction de Paul Peffer, donc côté équipe à vélo de l'ADEME. Ensuite, on aura une prise de parole de Monsieur Polesi qui vous parlera de la concertation, de sa philosophie, du cadre méthodologique pour bien faire de la concertation, donc qui est maître de conférence à l'Université de Strasbourg. Ensuite, dans une deuxième partie, on parlera de l'application de la concertation au sujet des mobilités actives, notamment du vélo. On commencera par un temps collaboratif pour nous permettre d'échanger les bonnes pratiques, les retours d'expérience que vous avez déjà pu éventuellement mener. Ensuite, on aura une prise de parole de Claire Toubal de la Fédération des usagers de la bicyclette, donc la FUB. Et en dernier point, nous aurons un retour d'expérience du PETR Pays des Nests, donc Monsieur Jean-Guillaume Thiebaud, qui nous fera un retour d'expérience donc sur son territoire. Donc je laisse la parole à Paul pour démarrer cette intervention. Merci Claire. Bonjour à toutes et à tous. Alors, on va parler de concertation, parce que mener une politique cyclable cohérente, c'est un défi qui se mène à plusieurs. Enfin, face à l'étendue de la tâche, en fait, aucun acteur isolé n'a toutes les réponses. Alors justement, pourquoi ne pas rassembler toutes les personnes concernées et organiser une prise de décision concertée? Alors, associer l'ensemble des parties prenantes, ça peut être un pari gagnant. Les citoyens, les citoyennes, les associations, les acteurs économiques, chacun peut œuvrer à son échelle à la construction de certains aspects de la politique cyclable. Alors, par exemple, pour l'élaboration d'un schéma directeur des aménagements cyclables, dont on a déjà parlé dans un des premiers webinaires, il s'agit même d'une recommandation. À ce niveau-là, les usagers qui sont rassemblés en comité, ils peuvent aider l'équipe en charge du pilotage et les experts techniques sur plusieurs aspects. Alors, ils vont pouvoir les aider sur la phase de proposition et ensuite pour évaluer le niveau de qualité des aménagements ou encore leur adéquation. La mise en place de ce type de travail commun nécessite tout de même une préparation pour l'organisateur. En fait, pour mener une politique cyclable, il faut mobiliser de nombreuses connaissances en lien avec la voirie ou même en droit administratif. Sur ces sujets, les niveaux de connaissances varient considérablement selon les personnes. Il est donc nécessaire de pouvoir vulgariser et organiser un partage de connaissances avec les participants et participantes. À l'instar de la Convention citoyenne pour le climat, développer une acculturation générale est nécessaire pour avoir une meilleure compréhension collective des enjeux en matière de mobilité. La collectivité peut en retirer des bénéfices. C'est un travail d'échange qui permet à tous les intéressés de partager leurs problématiques et inquiétudes et de proposer des solutions. Ils sont acteurs de la décision. La décision publique devient un peu plus transparente, il est plus simple de la comprendre et on espère de faciliter l'adhésion à celle-ci. La collectivité bénéficie aussi de l'expérience des personnes concernées, donc les intérêts sont partagés. Cela va dans les deux sens. Alors, le message d'aujourd'hui, c'est que l'introduction de méthodes de démocratie participative comme la concertation permettent sur un plan local de jouer le rôle de facilitateur dans le portage de politiques cyclables ambitieuses et donc impliquer
les acteurs, les habitants, les acteurs concernés, c'est un défi important. C'est une opportunité de mettre à profit l'intelligence collective. La question qui se pose maintenant, c'est comment leur permettre de participer, de s'investir et coopérer de manière constructive. Et du coup, je vais laisser la parole à Hervé Polési qui va justement nous présenter la philosophie et la méthode de la concertation. Bon webinaire à toutes et à tous. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Alors, ça sera peut-être pas aussi ambitieux que ce qui vient d'être annoncé. Je suis très heureux de me retrouver avec vous tous et toutes pour partager une approche de la concertation, mon approche de la concertation, alors qui est documentée bien sûr, hein, mais je n'ai pas la prétention de la penser comme étant l'alpha et l'oméga de ce qu'on peut faire en matière de concertation. M'excusez d'insister sur le mot de partage, hein. Je suis bien là pour partager avec vous quelque chose qui relève à la fois d'un corpus théorique, d'une pratique aussi, et quelque chose qui est vivant et qui est amené à évoluer, hein. Je vais avoir la parole de façon abondante, mais je n'ai vraiment pas la prétention d'être autre chose qu'une contribution à une pratique qui est complexe et vivante, qui doit être une pratique vivante. Nous faisons tous et toutes face à des défis dont la construction d'une concertation n'est vraiment pas la moindre. Et c'est bien dans cette communauté de labeur que je m'inscris pour vous parler, même si là, je vais avoir un propos dans un monde idéal, quoi. Alors, avant d'aborder le sujet qui nous rassemble, je vais prendre le temps d'une rapide présentation, puisque il faut en premier lieu que vous sachiez que je suis élu municipal à Strasbourg, où j'ai été maire adjoint de 2020 à l'été dernier. Et j'ai demandé à la maire de rendre ma délégation d'adjoint uniquement pour des questions de surcharge de travail. Mais ce n'est pas à ce titre que j'interviens ici, même si naturellement c'est quelque chose qui a alimenté ma pratique et ma réflexion. Je suis également maître de conférence associé à l'Université de Strasbourg, où j'enseigne notamment la méthodologie de projet, et entre autres activités annexes, j'accompagne parfois des organisations dans des opérations diverses et variées qui peuvent inclure de la concertation. Et je pense que c'est à ce titre-là qu'on m'a demandé de venir vous parler, partager avec vous cette pratique de la concertation. Alors, nous y reviendrons peut-être au moment de mes conseils bibliographiques en fin d'intervention, mais je vous demande déjà de noter que, autant que faire se peut, je tente toujours de m'inscrire dans une vision systémique des choses. C'est-à-dire la systémique, c'est une manière de définir, d'étudier ou d'expliquer tout type de phénomène, en considérant avant tout ce phénomène comme un système, un ensemble complexe d'interactions, souvent entre des sous-systèmes, le tout au sein d'un système plus grand. Alors nous n'avons pas le temps d'entrer dans le détail de ce que cela implique, mais sachez simplement, ça me semblait important de vous le préciser en préambule, que ça irrigue toute mon approche des questions de concertation. Alors ces préalables posés, je vous propose de poser un premier jalon important dans notre cheminement commun vers la concertation. Il s'agit de cadrer très précisément et très explicitement ce dont nous souhaitons parler en termes de finalité. C'est une distinction courante que je vous propose là, qui nous permet de distinguer différentes finalités dans la sollicitation d'acteurs. Il a été question de mobiliser les parties prenantes, c'est bien de ça dont nous parlons. Mais pourquoi faire? Alors je pense que certains d'entre vous ont déjà entendu parler de ces différents niveaux de mobilisation, ces différents types de mobilisation, mais je pense qu'en l'occurrence, un rappel est toujours utile pour qu'on soit bien d'accord sur le fait que nous parlons de la même chose. Alors pour commencer, le niveau le plus basique, même si j'ai tenu dans la représentation graphique à faire quelque chose où il n'y a pas de hiérarchie, parce que je pense qu'il ne faut pas hiérarchiser, on est juste sur des finalités différentes. Le niveau le plus basique, c'est l'information. Dans la démarche d'information, il s'agit uniquement de transmettre des informations à des acteurs sur un projet. J'ai pu observer des réunions publiques qui sont uniquement des réunions d'information, même quand il y a de l'interaction, hein. Alors d'expérience, ça se passe généralement plutôt pas mal, dans la mesure où la communication a été claire. Si les personnes présentes sont venues en sachant bien qu'il ne s'agit pour elles que d'en savoir plus sur un projet et d'éventuellement poser les questions qu'elles ont en tête, ça peut vraiment participer à un bon climat autour d'un projet. Mais ça, c'est dans la mesure où c'est clair. Si elles viennent à une réunion d'information en pensant qu'elles vont pouvoir changer les choses, c'est là où vont naître, bien sûr, des tensions. Mais comme dit, quand c'est bien mené, je trouve que ça peut considérablement améliorer l'ambiance sur certains projets, et l'information pure et simple n'est pas à écarter sans considération. Nous avons ensuite la consultation, qui consiste à demander l'avis des acteurs sur un projet, ce qui implique, à mon sens, la possibilité d'amender le projet. En toute sincérité, dans la pratique, moi, c'est le genre de démarche avec lequel je me sens le moins à l'aise.
j'ai toujours l'impression d'un entre-deux un peu délicat, en tout cas souvent mal reçu par les participants. Parce que pour que ce soit satisfaisant, il est impératif de proposer un retour clair, documenté et limpide sur les avis exprimés. Et en réalité, dans un univers où les projets d'aménagement sont souvent des objets complexes, en vérité, la marge de manœuvre pour les amendements est souvent faible et ça peut générer de l'insatisfaction. Mais c'est peut-être moi là qui manque d'outillage et de pratique en la matière. Sachez simplement que moi, la consultation, c'est vraiment ce dans quoi je suis le moins à l'aise. La concertation qui nous réunit aujourd'hui a l'ambition de faire travailler les acteurs, des parties prenantes, afin qu'ils construisent collectivement des propositions sur un projet. Alors vous entendez bien que là où l'information rend compte d'un projet entièrement fini, où la consultation s'autorise encore des amendements à un projet globalement posé, la concertation, elle, se déroule bien en amont, dans la construction même du projet. Et enfin, la codécision va jusqu'à la prise de décision partagée entre acteurs avec ceux qui ont la responsabilité légale sur le sujet. Alors étrangement, c'est quelque chose qu'on retrouve assez peu, hein, la codécision, et étrangement, pour les rares opportunités que j'ai eues d'observer des invitations à la codécision, lorsque le processus n'est pas instrumentalisé politiquement, les parties prenantes sont souvent rétives, en fait, à participer aux arbitrages finaux, considérant que ce n'est pas leur place, pas leur responsabilité. C'est vrai d'ailleurs dans la vie publique, comme cela peut l'être dans certaines organisations de grande taille, où les gens veulent bien contribuer dans une démarche de concertation, mais au moment où on affiche un objectif de codécision, on voit souvent certaines personnes freiner et se positionner en refus en disant que ce n'est pas leur rôle. Donc c'est intéressant à observer. C'est peut-être, moi qui manque de pratique en matière de démarche de codécision, c'est peut-être aussi, certaines tendances dans la façon de penser les rôles et les responsabilités de chacun. Alors ces préalables étant posés, nous sommes donc bien au clair sur ce que nous entendons par concertation. C'est plus que de la consultation, mais cela ne va pas jusqu'à la codécision. Alors derrière ces définitions un peu formelles, se dissimulent en fait des impératifs de clarté du cadre. Et l'avantage de ces définitions, c'est en effet de se donner l'opportunité de se poser un certain nombre de questions, des questions importantes. La première question, la première de ces interrogations, qui peut sembler un peu tarte à la crème, mais d'expérience ne pas la poser et ne pas communiquer très largement, la réponse peut générer des soucis inutiles. Cette question, c'est qui décide? À qui appartient la décision finale? À qui appartient l'arbitrage définitif et selon quelle modalité? Dans le cadre des municipalités, la réponse peut sembler toute faite parce que le maire, légalement, a tout pouvoir. Mais derrière la facilité de cette réponse, elle se cache toute une diversité de situations ou de projets politiques qui requièrent vraiment de la clarté, et de préférence en amont, hein. Il n'y a rien de plus désastreux que d'attendre l'éclosion d'une conflictualité pour poser clairement les responsabilités finales. C'est un enjeu de bonne santé des démarches de concertation, c'est aussi un enjeu de management des équipes municipales. La seconde des interrogations fondamentales vise le détail du processus de concertation. Il faut pouvoir proposer une architecture d'ensemble qui précise clairement, notamment à destination de tous les participants, la manière dont le processus va se dérouler. Quand vont-ils être mobilisés? Et pour chaque étape spécifique, quelle est l'attente? Vous comprenez, il s'agit de définir précisément, pour chaque moment de concertation, qui fait quoi et pour quel objectif et sous quelle autorité de décision. Tout ça est très prosaïque, mais je vous promets que si on ne traite pas ces questions, on peut vite se retrouver coincé, hein. Un exemple très concret et qu'on rencontre assez facilement, la question des délais. Si à l'issue d'une séquence, les participants ont le sentiment que la réflexion n'est pas aboutie, ont-ils la possibilité de remettre le couvert pour un autre temps de travail? Ou est-ce que c'est déjà en délai contraint? C'est mieux de s'être posé toutes ces questions en amont et de poser un peu les marges de manœuvre de tout le monde pour être le plus transparent possible. Vous m'entendrez souvent répéter ça, hein, c'est un peu mon mantra, mais moi je suis convaincu que la transparence sur le cadre, c'est vraiment ce qui peut garantir au maximum la réussite d'une concertation. Enfin, la troisième interrogation fondamentale, comme en gestion de projet d'ailleurs, c'est la question des incertitudes et des risques. Et en concertation comme en management de projet, souvent c'est une dimension trop négligée,
alors que l'identification de ces points permet leur traitement préventif ou alternatif. Hein. Pouvoir informer les gens sur les incertitudes qui pèsent encore sur un projet, pouvoir informer les parties prenantes sur les incertitudes, c'est vraiment se donner aussi les moyens de faire face à d'éventuelles déconvenues si les choses tournent d'une façon inattendue. Alors, de la même façon que l'identification des incertitudes et des risques est souvent négligée, j'ai vu peu de concertations qui avaient vraiment pris le temps d'une cartographie des parties prenantes. Il s'agit là d'un travail préparatoire que je ne peux vraiment que chaudement recommander. Alors c'est parfois un peu long, un peu ingrat, mais vraiment ça me semble nécessaire. Et quand je parle de cartographie, je ne parle pas seulement de recensement, mais d'identification complète. C'est-à-dire que si vous lancez une démarche de concertation, c'est que vous avez un objectif, une proposition que vous souhaitez voir aboutir. Et de ce point de vue-là, il vous appartient de maximiser vos chances. Hein. Cela se passe avant tout par une connaissance de ce que nous pouvons appeler le contexte, mais que je préfère désigner par système. Alors, rien de bien nouveau là-dessus. Hein. Si vous lisez Sun Tzu, hein, L'art de la guerre, qu'il a rédigé au VIe siècle avant l'ère commune, et il écrivait, je cite, « Qui connaît l'autre et se connaît aussi ne sera point défait. Qui connaît ciel et terre volera de victoire en victoire. » Alors, si d'ailleurs vous allez lire Sun Tzu, vous verrez que pour lui, la conflictualité armée est un échec de l'art de la guerre. Pour Sun Tzu, l'art de la guerre, c'est quand on réussit à vaincre sans combat. Alors peut-être que vous trouvez gonflé de citer l'art de la guerre dans un propos sur la concertation. Je vous répondrai que même lorsqu'on a foi dans la démocratie participative ou dans la démocratie directe, on n'est pas obligé de se dispenser d'une certaine lucidité sur l'état de notre monde. Et quand on conduit une volonté, quand on conduit un projet politique, avoir un minimum de maîtrise quand même de l'environnement, en termes de conception, c'est pas plus mal. Hein. Je reviens à votre cartographie des parties prenantes. Alors, il y a l'identification, bien sûr, de ces parties prenantes, mais la cartographie recense aussi les interactions entre les parties prenantes. Ce que nous retrouvons aussi, par exemple, quand on fait de la prospective stratégique. Hein. Qui a de l'influence sur qui? Qui est influencé par qui? Et quelle est la nature de cette influence? Aujourd'hui, sur le web, on trouve très facilement de nombreux outils qui aident à établir cette cartographie, à la préparer. Il vous appartient de mobiliser les outils qui vous conviennent, ou si vous faites accompagner par un bureau spécialisé, voyez ce qu'ils peuvent vous proposer en matière d'outillage pour réaliser cette cartographie. Et comme en gestion de projet, il appartient à celui qui conduit une concertation d'être réaliste sur les positionnements et les évolutions possibles des différentes parties prenantes par rapport au projet. En général, je propose de classer les parties prenantes selon qu'elles soient hostiles, indifférentes, favorables ou motrices. Et selon ce positionnement initial, vous pouvez travailler à la réception du projet, mais sans attendre de miracle. Hein. Si un acteur est initialement hostile au projet et que vous arrivez à le rendre juste indifférent, c'est déjà bien. Alors, un miracle, ça peut toujours arriver, hein, il faut se réjouir si ça marche, mais il ne faut pas se mettre des objectifs trop complexes. Un exemple classique, c'est l'hostilité des commerçants à la piétonisation. Je crois que c'est une forme de constante dans beaucoup de villes de France. Alors pourtant, toutes les études universitaires menées sur le sujet s'obstinent à nous montrer que la piétonisation bénéficie au commerce. Mais il ne faut pas trop compter sur la diffusion de cette connaissance pour passer les commerçants d'hostiles à favorables ou moteurs. Tant mieux si ça se passe comme ça, encore une fois. Hein. Mais il ne faut pas se viser cet objectif-là. Si le fait d'être rassuré sur le maintien de leur chiffre d'affaires permet de passer les commerçants d'hostiles à indifférents, c'est déjà bien. Hein. Et un peu de pragmatisme là-dedans, parce que derrière tout ça, il y a du temps de communication, de l'effort, c'est pas rien, quoi. Hein. Et de la même façon, des acteurs initialement moteurs peuvent être démotivés en cours de concertation. Et ça, c'est une perte regrettable. Hein. Savoir l'anticiper et savoir entretenir la motivation des acteurs les plus engagés, ça fait aussi partie d'une bonne hygiène de concertation. Alors, je vous propose ici un outil avec les 5 I qui vont s'afficher. Voilà. C'est une façon, parmi d'autres, de travailler la caractérisation des parties prenantes par rapport au projet, par rapport au sujet de la concertation.
quel est le niveau d'information, d'investissement, à quel point vont-ils être impactés, est-ce qu'ils vont être en charge de l'implémentation, sont-ils intéressés? Ça permet de réfléchir, de se poser des questions. Encore une fois, les outils, vous savez, ils ne sont jamais magiques, hein. Les outils en gestion de projet ou en concertation ne sont jamais des outils magiques. Ce sont toujours des cadres qui aident à penser, ce sont des outils pour la pensée. Ça, c'est un support que je trouve assez intéressant parce qu'il permet de définir comment se positionnent les différentes parties prenantes identifiées par rapport à la concertation, et ça permet éventuellement de ne pas en associer certaines parce qu'elles sont trop loin finalement de l'objet dont il est question. Une cartographie exhaustive, par exemple, d'un aménagement cyclable, prendra en compte l'ensemble des usagers de la voie qu'on veut aménager, y compris des usagers très ponctuels. Faut-il les inclure ou pas d'une façon ou d'une autre dans la concertation? Faut-il penser à leur donner une parole ou pas? Faut-il les faire représenter par une parole ou pas? Ça, c'est une question à laquelle on peut répondre une fois qu'on a fait ce travail de positionnement, hein, par rapport à ces 5 I. Bon, là, c'est un outil, mais il y en a bien sûr d'autres, hein. Je ne peux pas rentrer dans le détail, mais je vous proposerai à la fin des références qui vous aideront à aller plus dans la connaissance des outils. Alors, une fois que la cartographie des parties prenantes est satisfaisante selon vous, c'est-à-dire que vous avez le sentiment de bien comprendre l'ensemble du système, il est temps d'écrire précisément la planification des différentes séquences, ainsi que la scénarisation de chaque séquence. Il existe de vraiment bons outils en design de service qui aident à ne rien oublier de tout le déroulement, parce qu'il vous apparaît, je pense, que certaines étapes vont relever du back-office, hein, vont être invisibles pour les participants, mais doivent quand même être bien traitées, ne doivent pas être négligées. Donc mettre tout ça à l'écrit, planifier vraiment l'ensemble de la démarche, c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire, que moi je trouve nécessaire, en tout cas qui est souhaitable pour la bonne tenue de la concertation. Le minimum pour chaque séquence, c'est de savoir décrire le détail de la mobilisation. Qui est-ce qu'on va mobiliser? Par quelle voie? Avec quel impératif de réussite? Ensuite, pour chaque séquence, on décrit précisément les modalités concrètes de participation, ce qui inclut tous les détails d'organisation, mais également les types et les supports de recueil, et puis les modalités de modération, hein. Qui modère? Alors concernant ce dernier point, moi je vous invite vraiment à faire preuve d'imagination et d'innovation. Par exemple, en mettant un élu d'opposition en position de modérateur des échanges. C'est pas la chose la plus courante qu'on puisse trouver, mais je pense qu'il ne faut pas rejeter cette option pour autant, parce qu'il y a plein de contextes où il y a des hommes et des femmes respectables et respectueux qui sauraient porter avec probité cette mission, vraiment. Et d'une part c'est possible, mais d'autre part ça va enrichir la valeur de votre concertation. Il vous appartient de bien cadrer les choses. Je parle aussi par expérience, moi je viens de conduire une mission avec un élu d'opposition qui est vraiment un élu majeur d'opposition, et franchement, dans le travail en chambre, ça s'est très bien passé, hein. Très, très bien passé, mais les choses étaient très cadrées. Je pense qu'il faut savoir se donner aussi ces chances-là. Après, on peut aussi confier la modération à un acteur particulier du champ, à une partie prenante particulière. Je nierais avoir tenu ces propos, mais ça permet parfois de neutraliser un peu l'effet grande gueule de certaines parties prenantes, hein. À vous de voir. Mais en tout cas, sachez que la modération n'est pas forcément une affaire de professionnel. Ça peut être une mission qu'on prépare et qu'on confie à un acteur tiers. Et enfin, j'en ai déjà parlé globalement pour la démarche, mais c'est vrai aussi pour chaque séquence. Moi, je vous invite vraiment à définir les risques identifiables et les réactions possibles. Pour un risque donné, en général, on définit sa probabilité de survenue et son impact potentiel sur la séquence. Alors, rien de tout cela, encore une fois, n'est magique, hein, mais une fois qu'on sait quels sont les risques qu'on a pu identifier, avoir travaillé d'éventuelles possibilités de réaction, de correction, ça permet de naviguer dans un environnement plus connu et c'est meilleur pour la santé mentale de tout le monde. Et enfin, trop souvent négligé là aussi, moi je vous invite à poser clairement les critères d'évaluation de chaque séquence. Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer qu'une séquence est réussie? Parce que savoir justifier qu'une séquence est une réussite,
C'est important pour la santé globale de la démarche de concertation, c'est important pour la santé mentale des modérateurs et de tous ceux qui travaillent autour d'eux, mais c'est aussi très bon pour la communication sur la concertation. Parce qu'une concertation qui se donne les moyens d'évaluer ces différentes séquences se donne aussi les moyens de s'imposer comme une démarche utile et saine. Trop souvent, moi je vois des évaluations qui sont réduites à des nombres. On compte les participants, on compte les contributions, etc. Pourquoi pas? Mais ça ne dit au final pas grand-chose. Imaginez par exemple que vous demandiez à chaque participant de donner une note de 0 à 10 à la séquence à laquelle il vient de participer. Puis ensuite, vous lui demandez pour quelle raison il n'a pas mis un point de plus et pour quelle raison il n'a pas mis un point de moins. Là, je vous promets que vous obtiendrez là un matériau autrement plus riche et plus valorisable que de simples dénombrements, qui vous permettront éventuellement aussi d'être dans une amélioration continue de vos séquences de concertation. Alors, la construction d'une véritable planification est l'opportunité pour déployer vraiment toute la richesse des moyens et des outils, hein. Profitez de cette richesse. Ne répétez pas simplement la même séquence ou le même déroulé d'une séquence à une autre. Travaillez tout cela comme un tout cohérent. Moi, je vous invite à penser la concertation comme un voyage, une odyssée, hein, que vous allez proposer à tous les participants. Si vous pensez voyage, bah, vous penserez concertation de départ, enfin séquence de départ et séquence d'arrivée autrement. Si vous avez besoin d'inspiration, je vous propose un pas de côté, hein, je vous invite à jeter un œil sur le guide du scénariste de Christopher Vogler. Christopher Vogler, c'est un monsieur qui a travaillé pendant des années sur l'analyse de scénarios et la rédaction de scénarios, et qui en a donné comme ça les guides principaux pour faire une histoire qui marche de façon universelle. Par exemple, si vous regardez Star Wars, ça colle parfaitement là-dedans, Indiana Jones aussi, enfin on a tout un tas de grands classiques du cinéma grand public qui collent dans ce schéma parce qu'ils ont été écrits d'après ce schéma. L'avantage de Christopher Vogler, c'est qu'il propose toutes les composantes d'un bon scénario. Et du coup, bah, si votre concertation est aussi une bonne histoire, et si vos parties prenantes sont les héros de cette belle histoire, bah c'est pas mal aussi, ça aide beaucoup, hein. Ça aide beaucoup. Alors ça demande du temps, ça demande de l'outillage, mais l'avantage d'une concertation bien menée, et ça a déjà été dit dans les propos introductifs, c'est qu'elle change durablement les participants, elle les outille durablement. Un des classiques en planification stratégique ou en prospective, c'est l'analyse causale multiniveau. Vous avez peut-être déjà vu ce schéma qui va apparaître en forme d'iceberg, qui définit 4 niveaux de compréhension d'un même phénomène, de la manifestation immédiate, la litanie, au niveau le plus profond d'analyse. Moi, j'ai la profonde conviction que les personnes qui ont été invitées à utiliser ce cadre pour penser un sujet, quel qu'il soit, ils en gardent un bénéfice sur le long terme. C'est-à-dire que ce soit dans leur vie professionnelle, dans leur vie privée ou dans leur vie citoyenne, ils garderont une trace de cette modalité d'analyse. Ils se souviendront que les choses ne sont pas aussi simples qu'elles ne peuvent l'apparaître en première lecture et qu'il faut savoir descendre en profondeur et descendre aussi dans les durées. Je pense vraiment qu'une concertation bien menée change les participants. Je ne pense pas que ça doit être un objectif, je pense que c'est un symptôme en revanche. Si les gens à l'issue de la concertation, si les parties prenantes à l'issue de la concertation vous disent qu'elles vont travailler autrement ou qu'elles vont penser les choses autrement, bah vous saurez que vous avez mené une belle concertation, quoi. Alors on m'avait donné 20 minutes, je crois qu'il est temps de conclure. Nous l'avons vu, la concertation, ce n'est pas la codécision. Ça signifie que les arbitrages finaux sont pris ailleurs que dans l'espace de la concertation. Mais je vous invite à considérer que les arbitrages finaux ne sont pas pris en dehors des frontières temporelles de la concertation. C'est-à-dire dire quelles décisions ont été prises, quels arbitrages ont été rendus, c'est encore dans le temps de la concertation. Rien de pire qu'une concertation qui se considère achevée sans cette étape. Pour reprendre le voyage du héros de Christopher Vogler, nous sommes ici dans le retour dans le monde ordinaire. C'est une belle étape de conclusion que de revenir vers les participants d'une concertation et leur raconter la fin de l'histoire à laquelle ils ont largement participé. C'est-à-dire non seulement les décisions qui ont été prises, mais aussi les attendus, les motivations de ces décisions. Il y a vraiment matière à faire une belle séance de conclusion, festive et riche en contenu, qui reprend l'ensemble du chemin parcouru, qui expose les réussites et les difficultés, pour finir sur les décisions prises. Nous avons tendance globalement à bâcler nos conclusions.
Ça, c'est vrai en réunion, en formation, en discours. Prendre le temps de se dire que c'est fini et que nous sommes contents du temps passé ensemble, c'est important, particulièrement quand on fait de la concertation. Alors, il faut que ce qui précède donne l'envie d'y croire, bien sûr, mais en général, c'est le cas. Alors voilà, moi je suis heureux d'avoir pu partager avec vous quelque chose de ma vision de la concertation. Encore une fois, ce n'est pas un évangile, hein, c'est juste un credo. Je me réjouis des échanges à suivre et je vous demande de noter que j'assure toujours le SAV de mes propos, même dans les jours ou les mois qui suivent. Donc si vous avez des questions, c'est avec plaisir que je répondrai à ces questions, vos remarques, y compris dans les jours ou les semaines qui viennent, hein, au-delà du temps contraint de ce webinaire. Et pour finir, je vous propose quelques recommandations de lecture qui sont celles qui m'ont nourri en partie. Design Journey Through Complex Systems. Alors désolé, il y a un certain nombre de ces livres qui sont en anglais, parce que personne ne trouve utile de les traduire en français. Mais c'est des livres très pratiques. C'est plein d'outils. Le premier, là, Design Journey Through Complex Systems, c'est plein d'outils pratiques, ça va dans tous les sens. Le livre vous permet d'accéder à des ressources en ligne que vous pouvez télécharger, des choses prêtes à compléter. C'est vraiment intéressant si vous êtes en manque d'outils ou d'inspiration sur une démarche de concertation sur quelque chose d'un peu complexe. Vous avez aussi, ça c'est vraiment pratico-pratique et c'est en français, des modèles de jeux de formation, les jeux cadres de Tyagi. Et là, vous avez aussi, là c'est un recueil, hein, c'est un recueil de multiples jeux cadres qu'on peut toujours appliquer à la concertation, hein. Ça permet de travailler autrement, ça permet de sortir du métaplan classique, la réunion post-it que je crois tout le monde a maintenant en horreur. Enfin, de façon un peu plus méthodo-théorique, Critical System Thinking and the Management of Complexity de Michael Jackson. Désolé, hein, le gars s'appelle vraiment Michael Jackson. Donc voilà, c'est comme ça. J'ai le livre ici avec moi, hein, je peux le prouver. Si vous avez vraiment envie de vous plonger dans la réflexion sur la complexité. Et enfin, vous connaissez certainement le rapport Les limites à la croissance, qui a été écrit notamment par le couple Meadows en 1972. Et Donella Meadows, qui est une femme à qui nous devons beaucoup, a aussi sorti un petit livre qui s'appelle Pour une pensée systémique et qui pose les bases de la réflexion systémique. C'est vraiment extrêmement accessible, c'est vraiment fascinant et c'est extrêmement stimulant. Voilà, j'en ai d'autres, mais je m'arrête là pour l'instant, puisque je crois que nous avons une séquence de questions. Oui, merci beaucoup pour cette intervention. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On y répondra à chaque fin de séquence. Donc, voilà, n'hésitez pas si une question vous vient. Donc, on a pris ce petit moment de hauteur avec Monsieur Polesi. Donc, merci beaucoup pour Avec cette plaisir. intervention. Je vais changer ma présentation pour revenir sur le déroulé du webinaire. Hop. N'hésitez pas si vous avez des questions. Dans tous les cas, vous pouvez les écrire et puis on pourra y répondre si jamais elles arrivent quelques minutes. Quelques minutes après, oui, il y aura une rediffusion. Comme pour tous les webinaires, ils seront disponibles sur notre chaîne YouTube. Donc, celui-ci ne fera pas exception. Bon, et puis je me permets d'insister, hein, c'est quelque chose, je le fais avec mes étudiants DIS, je le fais avec tout le monde. Des fois, on entend un truc, on a envie de l'essayer, mais quand on a envie de l'essayer 3 mois plus tard, c'est plus aussi clair, ou on a un doute, ou machin. Vraiment, n'hésitez pas à revenir vers moi, c'est toujours avec plaisir que je redonne des pistes ou que je partage des expériences. Enfin, il y a vraiment, comme je l'ai dit en introduction, on est sur un immense chantier collectif et personne n'a toutes les recettes en tête, donc travaillons ensemble, quoi. Merci beaucoup. Donc, effectivement, vous recevrez tous les supports de présentation avec les contacts, etc. Donc, n'hésitez pas dans tous les cas. Je vous propose maintenant, en attendant éventuellement une question qui arrivera, je vous propose de prendre un moment pour nous replonger dans vos projets.
Donc, je vais vous mettre dans le chat le lien pour accéder à ce board qui sera un temps maintenant, une fois qu'on a pris de la hauteur, de nous recentrer sur des projets que vous avez pu mener. Des projets, ça peut être des petits projets, des choses que vous jugez peut-être trop petits pour être mentionnés, etc. Je suis sûre que ça pourra inspirer d'autres personnes. Donc, je vous propose ce lien. Normalement, vous devriez arriver sur un board comme celui-ci. Je vois qu'il y a des participants qui arrivent. Et nous allons pouvoir aller sur l'activité, qui est donc la deuxième zone du board. Voilà, je vois des petites souris qui s'agitent par ici. Voilà, parfait. Donc maintenant, on va prendre 2 minutes. Je mettrai un minuteur. On va prendre 2 minutes pour que vous écriviez un objet de consultation par post-it, que vous écriviez donc le nom de votre collectivité, le type de contexte de concertation dans lequel vous avez pu vous plonger, la catégorie de parties prenantes que vous avez décidé d'engager et le projet visé ou l'objet de la concertation, le but final de la concertation. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions sur cette activité. On va prendre 2 minutes et on vous a mis 2 petits post-it d'exemples ici qui sont purement fictifs et qui vous permettront de mieux comprendre, si besoin, l'activité. Claire, je me permets peut-être juste de préciser qu'il faut appuyer sur le bouton plus en bas pour les personnes qui ne sont pas habilitées. Oui, tout à fait. Vous pouvez double-cliquer ou cliquer sur le bouton plus en bas de votre écran. Merci beaucoup, Brigitte. Allez. Je vois que des personnes sont sur la diapo introduction. N'hésitez pas, à droite de votre écran, vous voyez les activités et vous pouvez cliquer sur activités, ça vous redirige directement sur la zone où on peut déposer les post-it. Bien vu. On a un commentaire qui n'est pas vraiment une question, mais de François qui dit qu'il trouve très intéressant d'insister sur le retour. Donc, par rapport à votre présentation, Hervé, le moment de retour pour conclure finalement la séquence de concertation. Pardon. On a également une intervention de David qui dit qu'il a assisté à des réunions publiques organisées par la Comcom, qui est AOM, donc organisatrice de la mobilité, qui développe son schéma directeur vélo. Cela a été 2 événements très éprouvants avec des habitants qui dénonçaient des passages en force. Oh. Ok, le temps est écoulé. Alors, n'hésitez pas si vous étiez en train de terminer un petit post-it à le déposer sur la frise, selon si vous avez été donc satisfaite du fruit de la concertation, ou bien si au contraire vous attendiez d'autres résultats, vous aviez été un petit peu déçu. Est-ce que je réponds aux 2 remarques ou Oui, tout à fait. Alors, sur la question de la conclusion, moi, je vous invite vraiment à y penser de façon générale. Nous avons une sensibilité culturelle au rituel. Nous aimons bien quand les choses se commencent et quand elles se terminent. Et toutes les séquences un peu importantes dans notre existence, d'un point de vue rituelique, sont soignées du point de vue de l'entrée et du point de vue de la sortie, du point de vue de l'ouverture, du point de vue de la conclusion. Et étrangement, c'est quelque chose qu'on ne gère pas correctement, mais dans plein d'opportunités de la vie professionnelle ou publique. Des réunions qui ne sont pas ouvertes
et qui ne sont pas fermés, mais moi j'en ai déjà vécu plein, et c'est une catastrophe. Pareil pour des séquences collectives, enfin, les choses s'ouvrent et se ferment. Ouvrir un temps et le refermer, c'est aussi inscrire ce qui s'est passé dans ce temps dans quelque chose de particulier. C'est vraiment lui donner de la consistance. Donc, que ce soit pour la concertation ou pour n'importe quoi d'autre, je pense que c'est vraiment important d'avoir ça à l'esprit. C'est pas forcément hyper compliqué, hein, mais moi je vous invite dans les mois qui viennent à constater le nombre de discours dont vous verrez qu'ils se terminent par « voilà ». On en a tous vécu, c'est une catastrophe. Il n'y a rien de pire comme conclusion que « voilà ». Non, conclure, c'est vraiment important. Ça permet même parfois de rattraper des choses. Enfin, c'est pas magique, mais... Et pour ce qui est des réunions publiques, des habitants dénoncent un passage en force, la question c'est est-ce qu'ils ont raison ou pas? C'est-à-dire, est-ce que derrière, la Comcom, elle est en capacité de dire ben non, il y a eu telle chose de faite, telle chose de faite. Enfin, moi je dois avouer que souvent, quand il y a des habitants qui ont un sentiment comme ça de passage en force, j'avoue que je peux pas entièrement leur donner tort. Voilà. Si on veut réfléchir à un renouveau démocratique dans notre pays, et je pense que la transition dont nous avons besoin, on n'y arrivera pas sans renouveau démocratique, il faut qu'on évite les passages en force, enfin, vraiment. Merci beaucoup et effectivement, ça fait un petit peu le lien, je vois qu'il y a un post-it qui est plutôt du côté, déception, qui traite d'une notion de groupe de travail pour informer, faire avancer les débats et cetera et qui est plutôt, qui a apparemment été plutôt décevant. Est-ce que la personne qui a mis donc ce post-it veut détailler un petit peu, expliquer, en quoi, finalement la concertation n'a pas porté ses fruits, en tout cas pas les fruits qui étaient attendus? Si vous voulez lever la main, comme ça je peux vous donner, voilà, hop là, autoriser le micro. Voilà, normalement vous pouvez déverrouiller votre micro. On ne vous entend pas. C'est Danilo, je crois. Le micro est toujours mute. Non. Bon, toujours pas. On a un problème de désactivation de... Pas de souci. Et je fais donc, j'ouvre le sujet aussi en appelant Madame Claire Toubal à se joindre à la discussion, donc qui va assurer la prochaine présentation. Si jamais il y a certains post-it sur le board qui peut-être sont surprenants ou qui sur le papier auraient pu donner de la satisfaction et qui finalement ont été décevants ou au contraire, ou bien dans le type de modalités qui sont mises en œuvre selon l'objet du projet. Je ne sais pas s'il y a des choses qui semblent intéressantes à commenter. Bonjour à tous et à toutes. Merci Claire pour le passage de parole. Alors j'ai regardé mais très très rapidement et là je vois dans les commentaires que la frise plus et moins n'avait pas forcément été vue. Mais bon, enfin je sais pas si c'est le cas de tout le monde, mais enfin il y a quand même pas mal de post-it plutôt sur des personnes satisfaites de ce qui s'est passé, donc c'est plutôt bon signe. Et puis c'est super de voir que vous êtes un certain nombre à avoir déjà cette expérience-là. Et en tout cas d'avoir tenté de mettre en place des instances. Donc voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je vois qu'il y a quand même pas mal de schémas directeurs, bon, comme souvent. Mais il n'y a pas que ça. On peut parler de plein d'autres choses avec les habitants et les habitantes. Donc voilà. Et n'hésitez pas d'ailleurs en tant que participant, s'il y a certains sujets, certains post-it que vous voyez qui font partie éventuellement des plans que vous aviez ou des
des perspectives que vous pensiez mettre en œuvre, n'hésitez pas à contacter, je me fais la parole de ceux qui ont mis des post-it, mais à contacter ces personnes-là pour éventuellement avoir leur retour, leurs conseils sur ce qu'ils ont pu mettre en œuvre. Alors, il y a un commentaire de Marion dans le chat. Nous faisons souvent du bricolage en matière de concertation. Je trouve que si, c'est un métier et ça requiert une expérience et une expertise. Bah, c'est pas faux du tout. Enfin, il y a des gens pour qui c'est effectivement le métier d'accompagner, mais voilà, il n'empêche que vous pouvez, avec quelques éléments, notamment par ce qui a été partagé en amont par Hervé Polesi, et puis là, je vais venir vous parler d'un guide, donc pour vous donner quelques outils un peu pratiques pour mettre en œuvre des temps de participation, de collaboration. J'espère que ça vous aidera sans avoir une formation particulière, malgré tout, en fait, à proposer des choses et à avoir des processus qui réussissent. Alors, Voilà. est-ce que tu veux partager ton écran pour prendre la parole Ouais, vers la partie. Donc, merci à tous pour vos contributions. N'hésitez pas à vous contacter entre vous sur ces concertations réussies que vous avez pu mener pour prolonger, on va dire, le partage de bonnes pratiques et étayer un petit peu vos exemples ensuite en particulier, quoi. Oui, on pourra vous extraire le board. On le mettra dans l'espace collaboratif pour que vous puissiez avoir la liste des différentes concertations et des collectivités qui les ont déposées. Alors, pardon, j'ai juste un petit sujet de... voilà, ok. Très bien. Et donc là, je devrais pouvoir correctement, enfin, vous partager la bonne fenêtre. Ok, alors, pardon. Est-ce que j'ai ouvert le bon diaporama? Oui, alors, oui, excusez-moi. J'ai juste pas modifié correctement. Hop, excusez-moi, mais c'est tout. Ok, donc vous voyez bien mon écran là normalement. Oui. Ok, très bien. Je vais juste bon, bref, je vous renverrai un document parfaitement clair. Donc, bonjour à toutes et à tous à nouveau. Je m'appelle Claire Toubal, je travaille à la FUB et notamment à l'ADMA. Simplement vous dire, donc la FUB, la Fédération des usagers de la bicyclette, on est donc un réseau d'associations pro-vélo et on porte plusieurs programmes, dont le programme ADMA pour Académie des mobilités actives. Et ce programme, il a pour objectif de faire monter en compétence une diversité de publics sur une diversité de politiques relatives aux modes actifs. Donc, pour ça, ça veut dire qu'on fabrique des formations, des ateliers sur différentes thématiques que je vais vous présenter juste après. Et le but, c'est vraiment de partager le fruit de toutes les données qui existent aujourd'hui sur les modes actifs, les mobilités actives, et de les synthétiser dans soit des... alors, il y a 2 ouvrages, et on va parler de l'un d'entre eux, soit dans des articles, des fiches, ou encore une fois, des ateliers et des formations. Et comme vous voyez là sur la slide, on s'adresse à une diversité de publics assez importante. Et ce qu'on aime bien faire pendant nos formations, c'est justement avoir cette diversité de publics, mais du coup, cette diversité de points de vue sur la mise en œuvre de politiques publiques en faveur des mobilités actives.
Sur la forme, du coup, ça donne des formations et des ateliers qui peuvent être en présentiel, à distance ou un peu des deux. La version 3 heures, ça va souvent être l'atelier. Et puis, on a des formations qui peuvent se passer sur plusieurs demi-journées ou sur 2 jours et demi quand on est en présentiel. Donc voilà, jusqu'à 17, 20 heures en réalité. C'est pas forcément extrêmement précis. Une des spécificités de l'ADMA, mais de moins en moins, parce qu'il y a plein d'autres acteurs qui le font maintenant et c'est plutôt super, notamment le CEREMA, c'est la pédagogie active, donc l'idée d'apprendre en faisant et de pas finalement se retrouver dans des énoncés complètement descendants, mais de faire en sorte que les personnes qui suivent nos formations, il y a toujours un moment d'exercice pratique, de mise en œuvre, voilà, sur différents sujets, et donc permettre finalement d'avoir plusieurs pédagogies et plusieurs méthodes d'apprentissage, sachant que ça a été un petit peu dit par Hervé Poledi juste avant, participer, il y a toujours quelque chose à en retirer, et puis dans une formation, c'est un peu pareil. Si vous faites par vous-même, vous allez potentiellement mieux retenir ce dont on parle. Ça passe par plein de manières différentes. La pédagogie active, on va en parler un tout petit peu ensuite, parce que je vais vous parler d'un ouvrage qui a été rédigé par mes collègues dans le cadre du programme ADMA. Mais là, les photos qu'on vous a mises, c'est par exemple une méthode qui est celle de la mise en situation et des visites de terrain. Alors surtout quand on parle vélo et marche, en fait, aller faire du vélo à certains endroits, certains points noirs quand on a envie d'aménager, c'est peut-être la première chose à faire et probablement la meilleure chose à faire, avant de légiférer sur ce qu'on peut faire évoluer et comment. Une présentation rapide de l'équipe, que vous voyez tout à fait féminine. On est 4 à Paris, donc moi-même, Claire, je travaille sur la très vaste thématique sécurité routière, ainsi que sur les questions relatives au plaidoyer. Et puis vous voyez mes autres collègues qui travaillent sur les questions d'aménagement, d'apaisement et de cohabitation, et sur la grande thématique aussi, milieu rural. On est passé de territoire peu dense à milieu rural pour la simple et bonne raison que, en fait, on peut se retrouver en zone rurale, mais ne pas nécessairement être dans des zones peu denses. Et la différence, elle est assez importante. Enfin, la sémantique, elle apporte aussi la manière dont on pense les choses. Et finalement, on a considéré que territoire peu dense, c'était un peu un abus de langage qui posait finalement trop vite une lecture. Et donc voilà, on a fait un petit peu évoluer ce point-là. Rapidement, vous dire que voilà, il y a un site internet, vous pourrez aller voir, il se présente un peu comme ça, et vous allez retrouver donc les formations de l'ADMA réparties en thématiques. Elles sont là. Donc, on a des parcours de formation donc sur l'apaisement, sur l'aménagement, sur le milieu rural et sur le plaidoyer et les campagnes. Et donc, dans chaque parcours, vous allez retrouver en moyenne 3 formations et puis parfois aussi quelques ateliers qui sont adossés à ce parcours. Toutes les formations sont gratuites parce qu'on est dans le cadre d'un programme C2E, donc certificat d'économie d'énergie, vous connaissez. Voilà, donc vous pouvez y accéder assez simplement, notamment pour ce qui est des formations à distance. Et hors parcours, il y a donc une première formation sur la sécurité routière qui arrive au mois de mars. La participation. Je fais vite parce que je n'ai moi-même que 20 minutes. Alors, ne vous dites pas trop vite que ça va être redondant avec ce qu'Hervé a dit parce que c'est juste une manière peut-être un tout petit peu différente d'aborder les choses, mais en fait, on se retrouve quand même pas mal. Et moi-même, je ne vais pas m'étendre trop longtemps parce que il a dit d'ores et déjà beaucoup de choses. Mais simplement pour appliquer un petit peu ce qui a justement déjà été dit, nous, on a une façon d'envisager la participation comme étant, comme partant aussi du public qu'on va chercher.
Le public, il est divers, mais en premier lieu, il y a les personnes concernées. Les personnes concernées, c'est les personnes qui subissent une situation négative et qui ont de fait un savoir, ce qu'on appelle un savoir faux, qui se distingue du savoir froid, du savoir légitime, qui est le savoir académique, et là, qui est plutôt du ressort de l'usage, de l'expérience vécu et accumulé. Et donc, l'idée, c'est de ne pas mettre de côté ce savoir-là. Les gens, ils vivent des situations, ils sont, entre guillemets, experts de leur situation. Et il faut pouvoir le reconnaître et évidemment les écouter et les prendre en compte. À côté, on a leurs alliés. Les alliés, c'est les personnes qui sont solidaires des personnes concernées et qui, de fait, ont et ou un savoir froid, donc plutôt technique, et ou un savoir chaud, expérientiel. Et donc ces personnes-là, ça peut être des assos, des syndicats, des partis politiques, que sais-je encore. En tout cas, c'est des personnes qui viennent aider, accompagner les personnes concernées sans leur retirer leur autonomie, parce que c'est quand même extrêmement important, mais qui les accompagne dans la réflexion autour de la situation donnée qui est complexe. Et les deux autres choses qui me semblaient importantes de définir quand on parle de participation, alors jusque-là, j'utilise plutôt le terme participation, même si le sujet là, c'est la concertation qui est un des niveaux, comme l'a dit Hervé. Mais voilà, si on dézoome, si on est dans une réflexion plus large, la participation, donc encore une fois, c'est s'intéresser à ces personnes-là et la raison pour laquelle on a envie d'en faire aussi, c'est de finalement redonner du pouvoir d'agir à des personnes qui, du coup, sont concernées par une situation compliquée et qui se sentent un peu dépourvues de contrôle ou de capacité de transformation de leur espace politique, social qui fait défaut. Et donc, participer, c'est encore une fois donner du pouvoir d'agir, ou du moins en tout cas le provoquer, et c'est aussi inclure les gens dans une démarche citoyenne, politique, et donc c'est une manière d'en faire des citoyens actifs. Donc la participation, c'est ça, c'est susciter l'envie de participer et de faire partie du cadre collectif et de transformer le cadre collectif pour le rendre adéquat à toutes et tous. Donc, encore une fois, la participation, c'est intéressant parce que, et ça Hervé l'a dit, en fait, c'est aussi bien un moyen donc pour soulever le sujet qui nous pose problème, mais c'est aussi une fin en soi, parce que ça permet donc de créer ces conditions d'intégration et de participation à la vie de la cité. Ce qui est important de redire aussi, c'est que les personnes concernées, il faut les considérer comme étant des personnes capables. C'est pas parce que on a la sensation que c'est des gens qui n'ont pas de compétences techniques, contrairement à des agents de collectivité ou des bureaux d'études, même s'il n'y a pas ces compétences techniques-là, ce qui n'est pas toujours exclu, hein. Il n'empêche que, encore une fois, il y a ce savoir expérientiel qui a toute sa place et doit être valorisé. Donc c'est aussi important, la participation, pour donner la voix aux uns et aux autres. Et pour ce qui est du cadre, il y a deux éléments hyper importants, mais qui ont encore une fois déjà été amorcés. C'est que un processus, c'est pas tout rose. Il y a des désaccords, il y a des conflits. Ça fait partie intégrante du processus et c'est normal. Et il faut vivre avec. Et donc ça renvoie tout de suite à la dernière chose hyper importante. Il faut vivre avec, mais il faut pouvoir l'encadrer et faire en sorte que ce soit du désaccord constructif. Et donc, ça revient à une charge hyper importante, qui est la responsabilité de l'organisateur. L'organisateur qui, là, c'est plutôt vous, au sein des différentes collectivités. Vous êtes responsable du cadre et du fait de proposer de bout en bout
Donc là, on se rejoint complètement. Du démarrage jusqu'à l'évaluation finale du projet, un cadre de travail, des éléments qu'on fournit aux participants pour qu'il y ait un niveau d'information partagé, minimum partagé, qui permet les débats et les échanges. Ça, c'est une responsabilité immense. Qui incombe donc à l'organisateur et qui permet la réussite ou non d'une telle démarche. Donc voilà, la participation, c'est la démocratie, c'est vecteur d'intégration. Et puis pour ce qui est des mobilités actives notamment, c'est s'assurer quand même une plus grande acceptabilité des projets. Parce que de fait, si vous avez voulu réaliser des aménagements cyclables, si vous en avez parlé aux habitants avant, potentiellement, à la fin, ils sont quand même un peu plus enclins à soutenir les actions de la collectivité parce que ils y ont été associés de manière assez normale. Je ne reviens pas sur les niveaux de participation, on en a déjà discuté. Et tout de suite, du coup, la raison pour laquelle je suis là en particulier aujourd'hui, c'est de vous parler d'un outil qui a été donc rédigé par l'ADMA il y a 2 ans environ, 3 ans, et qui est un outil de mise en pratique. Donc, c'est un guide qui s'appelle Guide de méthode de collaboration pour les mobilités actives. Pourquoi? On se l'est dit, les mobilités actives, ça devient un gros sujet qui a un retentissement, de l'écho, qui suscite des attentes des associations, mais au-delà de ça, de la société civile qui de plus en plus s'ouvre et s'interroge, s'intéresse et a envie de pouvoir pratiquer d'autres types de mobilité. Et donc, dans cette grande thématique, avec finalement énormément de savoirs disparates, comment est-ce qu'on fait, encore une fois, pour avancer, travailler tous ensemble? Et donc, c'est un peu les objectifs de ce guide, c'est finalement vous donner des éléments ou des outils pour transmettre de manière efficace, agir et proposer des solutions et des cadres de participation qui soient judicieux, qui soient pertinents, et en fait aussi vous partager des éléments qui sont on a appelé ça tester et approuver parce que l'ADMA, dans le cadre de ses travaux, a pu parfois accompagner notamment des collectivités dans la mise en œuvre de processus. Donc, on ne vous parle que de choses qu'on connaît, ce qui est plutôt intéressant. Et du coup, pour ça, je vais simplement aller directement sur la page du guide sur le site internet. Je ne sais pas si vous la voyez toujours. Est-ce que vous voyez mon... C'est un petit peu petit par contre. Ok, ouais, je vais agrandir ça. Tout simplement comme ça. Ok. Donc, là, on est sur la page de l'ADMA, mais vous aurez le lien après. Donc, le guide de méthode de collaboration. Si on va là. Donc, vous voyez l'organisation du document. Pourquoi ce guide, les méthodes et voilà, et quelles méthodes on vous propose. Donc, simplement se redire que donc le pourquoi est-ce qu'on fait de la participation, de la collaboration, on en a largement parlé. Et simplement vous dire comment est-ce qu'il est un peu organisé. C'est que la première chose, on s'intéresse à la question du public. À qui est-ce que on veut parler? Quelles sont les différentes phases de projet? Et du coup, quels outils mobiliser? Et en fait, c'est la rencontre de ces 3 éléments, public, méthode et phase de projet, que vous allez retrouver dans ce guide. Vous allez voir notamment assez vite ici, ce petit tableau qui imbrique
ces trois dimensions et ça va vous permettre finalement de voir en fonction de l'étape du projet dans laquelle vous êtes, quels outils vous allez pouvoir mobiliser et puis avec qui vous allez pouvoir mobiliser ça. Donc ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, donc, comme vous pouvez le voir dans le sommaire, en fait, on vous propose un certain nombre de méthodes de collaboration. Il y en a 10. Et en face de chacune de ces méthodes, dans le guide, vous allez retrouver du coup sa raison d'être, les objectifs qu'on cherche à atteindre avec telle méthode, le temps nécessaire, le matériel nécessaire, les différentes étapes, des conseils d'application et parfois il y a aussi du coup des exemples de mise en pratique parce que comme je vous disais, il y a eu parfois soit dans le cadre des formations qu'on a données, soit réellement des accompagnements faits pour faciliter la mise en œuvre de processus de collaboration. Donc, vous aurez tout ça en face de chaque méthode. Et peut-être simplement revenir sur une ou deux d'entre elles. Donc, vous voyez, on a le groupe de discussion, le jeu de rôle, le jeu de cartes, l'observation des usages, les parcours exploratoires, les personas, la valorisation de l'expertise d'usage, dont on a un peu parlé, et le voyage immersif. Donc, tout ça, c'est des méthodes que vous allez pouvoir gratter. Les enquêtes conscientisantes et l'étude de cas aussi, pardon, qui sont juste avant. Et peut-être juste parler de l'une d'elles, mais qui me permet de parler de deux d'entre elles en fait, c'est encore mieux, mais je fais évidemment très vite pour ne pas dépasser le temps, c'est les parcours, les balades exploratoires. Tout à l'heure, je le mentionnais déjà, potentiellement, voilà, vous avez un sujet schéma directeur ou juste un sujet réaménagement de la voirie parce que vous avez une voirie qui est en mauvais état, vous vous lancez dans des travaux d'entretien, sauf que l'article L228-2 du Code de l'urbanisme vous rappelle que quand vous faites des travaux de réfection, il faut proposer un aménagement cyclable. C'est obligatoire. Et donc vous vous dites, mais qu'est-ce que je vais faire ce qui peut être intéressant de faire, c'est de mobiliser dans votre projet, dans vos travaux, des associations d'usagers, des collectifs d'habitants, que sais-je, et de faire avec eux, par exemple, une balade exploratoire, donc d'aller sillonner les endroits où vous allez devoir refaire de la voirie et voir quels sont les avantages, les inconvénients en matière de sécurité pour les modes actifs, etc. Et donc, ça, vous pouvez le faire, ce travail-là de balade, juste en étant, entre guillemets, vous-même et en allant faire un peu ce diagnostic appliqué et très concret de la réalité sur la route. En fait, quand je suis sur mon vélo, quand je suis à pied à cet endroit-là, je me sens en danger pour telle raison, je suis plutôt confortable par rapport à ça, il y a tel niveau de vitesse pratiquée, il y a tel flux de véhicules motorisés. Bref, on va venir agréger tout un tas de variables qui vont permettre d'expliciter ce qui se passe. Donc ça, c'est la première chose, mais ce que vous pouvez faire aussi, c'est au-delà de la balade exploratoire en étant entre guillemets vous-même, vous pouvez associer ça, et c'est ce qu'on avait mis un peu dans le volet balade immersive, associer ça à un travaux avec des personas. Donc des personas, et vous avez donc l'outil dans le guide et vous verrez comment faire précisément, mais des personas, ça permet de mobiliser d'autres types de publics. Par exemple, j'ai un persona qui est un ado parce qu'il y a un collège sur le circuit visé. Une personne âgée. Et en fait, en face de chacun de ces personnages, vous allez les décrire et mettre leurs besoins, leurs difficultés, leurs contraintes et réaliser une marche en ayant en tête le persona que vous êtes censé camper et donc regarder l'espace, l'environnement, en fonction de son point de vue à lui. Ce qui vous permet finalement d'embrasser une
comment dire, un panel plus important, plus large, des usagers de la route qui traversent par ici. Voilà, donc je ne m'étends pas beaucoup plus. L'idée, c'était juste d'illustrer avec un exemple. Encore une fois, vous voyez, hein, il y a une description des objectifs, le matériel, les étapes et des conseils d'application pour chacune de ces 10 méthodes. Donc voilà, j'espère que vous la trouverez ou trouverez ce guide assez pratico-pratique et qui pourra vous aider à mettre en place des sessions collaboratives dans vos territoires. Et peut-être deux dernières petites choses. La première, c'est sur les publics. Ne considérez pas nécessairement ce qu'on a écrit dans le guide comme étant une vérité générale. Vous pouvez avoir des groupes mixtes du diagnostic jusqu'à l'évaluation, et c'est très bien. Ça ne veut pas dire qu'il faut exclure des gens à l'une ou l'autre des étapes. Ça peut, parce que, pour X raisons, mais voilà, ce qu'on a fait, c'est de mettre en gras les publics les plus attendus, mais ça n'exclut évidemment pas les autres. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, vous le retrouverez aussi dans le guide, c'est un élément concernant la répartition de la parole. Vous avez observé dans vos vies personnelles, professionnelles, que tout le monde n'intervient pas de la même manière. Il y a des gens qui parlent beaucoup, d'autres qui parlent pas du tout. Et ceux qui parlent pas du tout, c'est pas forcément parce qu'ils n'ont pas d'avis. Et d'ailleurs, ceux qui parlent beaucoup, c'est pas forcément parce qu'ils en ont des tas. Et donc, c'est un élément auquel il faut être attentif et attentive. Et donc, voilà, veiller à faire en sorte de distribuer la parole et puis d'aller chercher celles et ceux qui sont peut-être moins à l'aise pour, encore une fois, en fait, bénéficier d'une pluralité de points de vue qui vous sera toujours utile au final. Le gros défaut ou le gros reproche qu'on fait à la collaboration, la participation, c'est de dire ouais, mais c'est trop long, c'est trop long, c'est trop compliqué. Oui, c'est long, mais encore une fois, quand on prend le temps et d'inclure une diversité de personnes importante, et en fait, encore une fois, on s'autorise et on se permet de réceptionner une pluralité de points de vue, de savoir, d'expérience, et finalement d'avoir une réponse qui met peut-être plus de temps à accoucher, mais qui est plus riche et qui, on l'espère, répond aux aspirations du plus grand nombre. Voilà, je m'arrête là. J'espère ne pas avoir trop dépassé le temps. Merci à vous. Non, du tout, pas de souci. Merci pour cette intervention. Et du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'en ai déjà vu une dans les questions-réponses. C'est une question de François M. En termes de conduite de réunion, comment gérer les oppositions anticonstructives quand quelqu'un dans la salle arrive pour saccager le projet, dézingue le sujet de concertation, si l'opposition est ultra violente verbalement et rend la suite difficile? Faut-il ajourner la réunion, prendre la personne à part et tenter de la ramener dans le cadre d'une concertation à l'écoute constructive? Très bonne question. Fort heureusement, ça ne va pas être la majeure partie du temps. Évidemment, tout ce qui passe dans le registre de la violence, l'injure, etc., de fait, vous pouvez l'exclure sans risquer d'être taxé de censeur, c'est évident. La chose hyper utile et que nous, on utilise en permanence à l'ADMA dans toutes nos formations, c'est le cadre de la formation. Donc, en tout début, on définit les règles qu'on s'astreint collectivement à suivre et qui seront affichées en permanence dans la salle. Même en visio, affiché en permanence sur notre mural. Et donc, ces règles de vie, vous faites celles qui vous annotez celles qui vous paraissent importantes. Comme un ordre du jour, vous le soumettez évidemment à tout le monde pour qu'il y ait un engagement de toutes et tous sur le respect de ces règles. Et ça peut être des trucs très, très simples, mais très utiles, du genre les téléphones sur vibreur, écouter avec
attention, parler avec intention. Nous, c'est vraiment 3 éléments très forts. Parler avec intention, ça veut dire prendre la parole pour développer un point de vue spécifique et particulier. Et donc, ça veut dire écouter attentivement ce qui a déjà été dit et ne pas lever la main pour dire exactement la même chose, mais de ma manière à moi, parce que voilà. Et qu'en fait, il manquait quelque chose. Bon, ça veut aussi dire que potentiellement, on n'a pas forcément écouté. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment ça. Euh, Proposer en amont un cadre des débats et le faire valider par toutes et tous. Parce que, encore une fois, ça engage et ça permet de dire, bah là, on est hors cadre. Tu es hors cadre, donc, enfin voilà, ça rentre pas et on met sur pause. Et encore une fois, après, tout ce qui est là complètement de l'ordre de la violence, oui, on met de côté et on sort. Mais ça veut pas dire que, enfin, on peut sortir les personnes, mais ça veut pas dire que il faille mettre en pause le projet parce que en fait, autour de la table, vous avez plein d'autres gens respectueux, parfois pris d'émotion parce que ça leur tient à cœur et qui vont exprimer des choses de manière très incarnée et très, très puissante. Mais en fait, tant qu'ils expriment quelque chose qui est mobilisable, utilisable, bah, faut pouvoir l'accueillir aussi, quoi. Voilà. Fais gaffe, Paul, t'es en mute. Je crois que tu essaies de parler. Ouais. Merci. Pour l'instant, on n'a pas d'autres questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, c'est le moment. Ok. Et oui, par ailleurs, on se rejoint parfaitement avec Hervé Polesi dans le guide. Vous verrez qu'il y a cette bonne étape de l'évaluation et de la clôture. Effectivement, c'est très important. Donc, j'espère que vous allez trouver dedans des éléments qui vont vous faciliter le travail de conclusion qu'il ne faut pas négliger. Merci beaucoup. Du coup, je vous propose de passer à la suite avec Jean-Guillaume Thibault qui va nous partager son retour d'expérience de la mise en place de concertation dans son territoire. Oui, Jean-Guillaume, merci. Bonjour c'est à à toi. tous. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon, Paul? Oui, on t'entend. C'est un peu feutré, Ok, mais super. on t'entend. J'ai essayé de parler bien fort alors. Donc, merci à tous. Merci à l'ADEME pour l'invitation. Donc, nous, on était un candidat, on était une collectivité candidat au programme Avelo 2. Donc, je vais vous parler un peu de mon expérience, mon retour d'expérience. Ce sera beaucoup plus pragmatique que ce qu'on a pu écouter avant. J'ai trouvé ça super intéressant. Déjà, un premier conseil, c'est que je vous invite à se replonger dans ces guides et dans ces apports théoriques régulièrement. Ça permet de remettre un peu les idées au clair. Donc, c'est toujours nécessaire, c'est toujours pertinent. Donc, je vais juste, voilà, très rapidement, je voulais parler un peu de mon territoire pour que vous compreniez un peu d'où je parle au niveau territoire et puis aussi comment on est arrivé au final à candidater à Vélo 2. Puis après, un petit zoom sur les concertations locales et le vélo, même si peut-être que par rapport à la typologie, tout n'était pas de la concertation. Il y a peut-être aussi eu de la co-construction et pas mal d'informations. Et puis enfin, un petit bilan, là où les petits facteurs où on est plutôt content de nous, les endroits où on s'est planté, où on n'a pas forcément notre fait, hein, mais les endroits où on n'a pas atteint les objectifs. Et puis les points qui pour moi nous ont semblé auraient pu nous aider à mieux faire, ou les points on a pu les prendre en compte et qui ont bien réussi. Donc voilà, diapo suivante, s'il vous plaît. Même les 10 diapos suivantes. Donc, mon propos liminaire, très rapidement, une petite photo du pays. On est vraiment sur un territoire qui est majoritairement inclus dans le massif des Pyrénées, comme vous voyez sur la photo. Et voilà, frontalier avec l'Espagne. Diapo suivante, si possible. Merci. On est grand, c'est-à-dire 1438 km² pour 33 000 habitants seulement, donc une densité aux alentours de 23 habitants au km². Donc, on est sur du rural, peu dense, et géographie contrainte, puisqu'on a le territoire montagneux. On regroupe 3 communautés de communes pour 146 communes. Aucune n'a pris la compétence AOM. Donc, c'est assez particulier. Et par rapport à tout le travail de participation et de sollicitation du débat public, entre guillemets, par rapport à ce qui était dit, ça pose aussi la question dès le départ en termes de positionnement sur
qui décide à la fin. C'est-à-dire qu'on a un conseil syndical qui peut décider, en PETR, c'est un syndicat de communautés de communes, donc on a un conseil syndical qui est décisionnaire. Mais en même temps, l'urbanisme, l'aménagement, ça ne relève pas du PUTR, ça relève des Comcom. Donc déjà, il y a un petit flou et c'est quelque chose que, par rapport à ce qui était dit avant, mais qui complique la participation la participation des acteurs parce que forcément, c'est pas limpide dès le départ. La culture vélo, elle est particulière chez nous. Forcément, on a un territoire avec des Tours de France qui passent quasiment chaque année. Col d'Aspin, col de Paye-Ressources, ce genre de trucs. Et on a des collectivités qui gèrent des stations de ski qui sont engagées très fortement pour l'équipe du monde de descente VTT. C'est une culture vélo hyper forte. On a plein d'acteurs de vélo, mais ils sont quand même sur du tourisme et du sportif, très sportif. Donc, par rapport à vélo, on est un peu loin de la cible du quotidien, on va dire, quand il faut prendre le VTT tout suspendu, c'est quand même assez différent. Diapo suivante, si possible. Et donc les réflexions locales sur le vélo, en fait, elles viennent à la base d'un projet de voie verte structurant. Alors assez classique, hein, c'est une voie ferrée désaffectée entre Lannemezan, ville principale du territoire, et Haro, ville principale de nos vallées. Et le projet, c'était de transformer en voie verte. Donc c'est un projet, vous imaginez bien, ça en parle depuis la fin du XXe siècle, et on a enfin lancé l'étude en 2019, avec un rendu seulement en 2024 montre les conclusions qui font qu'en gros l'opérationnalité la mise en œuvre est pas encore présente. Mais derrière, au-delà de ça, en gros, quand on a dit aux collectivités qu'il faut mettre 10 millions d'euros sur la table, elles ont dit on peut pas mettre 10 millions si on n'a pas, si c'est juste pour faire une voie verte, entre guillemets, 25 km de bitume, ça n'a pas de sens. Ça doit avoir un rôle sur tout le développement territorial et c'est comme ça qu'on est parti sur, OK, et ben, à ce moment, on va traduire cette réflexion sur pourquoi investir autant, sur comment on peut faire du vélo au quotidien. Est-ce que cette voie verte n'est pas une colonne vertébrale du territoire permettant d'innerver grandement le territoire? Et c'est vraiment le lancement sur un vélo. Donc nous, on était candidat à vélo 2, diapo suivante. Donc on était candidat à vélo 2 en 2022, durant les réflexions sur la voie verte. Et on était lauréat sur les 4 axes du programme à vélo 2, donc l'élaboration d'un schéma directeur de vélo. Il n'y avait rien sur le territoire. La mise en place d'une flotte de vélos de pays, donc vous avez un exemple juste là. L'animation de promotion du vélo, assez classique, et puis l'ingénierie territoriale. En parallèle, le conseil départemental a été aussi lauréat à vélo 2 et a aussi élaboré son schéma directeur vélo. C'est plutôt intéressant. Les voiries sur nos territoires sont principalement départementales. Donc ça permettait de mener une réflexion en parallèle entre eux, gestionnaires de voiries grande échelle, et nous, plus finement, mais quand même utilisant très majoritairement la voirie du département. Diapo suivante. Et en plus, on avait le même bureau d'études. C'est pas totalement innocent, mais c'était très pratique. Donc voilà, la concertation locale, on a vraiment bâti autour de 3 cibles. Diapo suivante. Donc les cibles, en fait, évidemment, la première cible, c'est les élus locaux. Donc, je vais être assez succinct parce que forcément, vous connaissez bien ça, comment animer vos groupes d'élus locaux. On est passé par des consultations écrites de chaque commune qui a reçu un courrier, mais je vais développer après, des ateliers. Et puis, le gros truc, c'était sur les citoyens et les acteurs socio-économiques. Je vais vraiment y revenir, là, c'est plutôt une diapo un peu sommaire sur la concertation locale pour avoir une vision globale. C'est important de savoir où on va. Sur les élus locaux, on a vraiment fait un gros focus en phase de diagnostic avec une consultation écrite. On voulait que toutes les communes reçoivent par papier, parce que vous imaginez bien que sur des communes qui font 40 habitants, et comment dire, il y a une moyenne d'âge dans la commune qui généralement est plutôt ancienne, donc faire une consultation en ligne, c'est pas le plus efficace. On est vraiment parti sur du papier très pragmatique, avec une consultation et aussi un lien vers Internet si vous voulez compléter sur une carte et tout ça, mais c'était très pragmatique. On a eu une quarantaine de répondants, soit un tiers environ du territoire, ce qui était pas mal, vraiment, on avait plutôt un bon retour. Et puis après, dans cette phase de diagnostic, on a fait un atelier par Comcom. C'était pas Comcom, à chaque fois on allait dans le siège de la Comcom, on allait au plus près des communes en disant, voilà, venez sur la carte, on va dessiner les endroits qui sont pour vous clés dans le diagnostic, qu'est-ce qui est aménagé, qu'est-ce qui n'est pas aménagé, où sont les cyclistes, quels sont les pôles de mobilité, quels sont les besoins. Donc assez classique. Et puis on a fait pareil sur la phase de priorisation, à nouveau un atelier par Comcom, à peu près la même fréquentation, une douzaine de participants. Et puis, on a fait 2 réunions un peu plus Zoom, c'est-à-dire qu'on voyait, il y avait des zones qui étaient assez simples. On voyait qu'en fond de vallée, en gros, quand il y a une route, on sait où ça va passer. Par contre, il y avait des coins où on avait des différentes options, différentes hypothèses. Et là, on a vraiment fait des réunions où on a mobilisé
On a fait du phoning, on a appelé toutes les communes sur l'itinéraire en disant, moi, je veux vous voir, vous soyez à la réunion. Ils ont quasiment tous été là. Ceux qui n'ont pas été là, je suis retourné après les voir, soit le maire, soit le conseil, soit un peu le mix, entre les deux, pour dire, voici ce qu'on a discuté ensemble à la réunion, vous n'avez pas pu venir. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous semble cohérent, pas cohérent? Est-ce que vous êtes d'accord sur les priorités? Donc voilà, ça a permis vraiment de faire. Et à ce moment-là, la feuille était blanche, entre guillemets. Sur ces moments de Zoom, vous êtes vraiment, mais c'est plutôt la co-construction. C'est-à-dire que vous êtes en capacité de modifier le schéma assez profondément s'il le faut, si c'est cohérent. Les enjeux ayant été faits ensemble collectivement avant, pour rejoindre un point A à un point B, par où ça passe pour que ça colle avec les besoins des citoyens et que ce soit validé par les élus locaux. Donc, c'était plutôt très, très ouvert. Diapo suivante. On a fait une phase de concertation avec les citoyens. Alors, en fait, je me rends compte, à écouter le premier intervenant, Monsieur Polisi, tout à l'heure, en fait, on a fait aussi beaucoup, beaucoup d'informations. Je me rends compte aux permanences. On a maintenu, en fait, une pression sur les questions de vélo pendant 2 ans pour permettre que les moments où ils sollicitaient, il y ait plus de répondants. Entre guillemets, on a maintenu un peu le gaz sous la casserole tout le temps, de sorte à ce que quand on avait besoin de cuire, on pouvait saisir, tout était chaud, quoi. Désolé pour l'image culinaire, mais c'est ce qui me paraît le plus littéral. C'est vraiment cette notion on maintient toujours de la pression dans la cocotte. On s'est vraiment appuyé sur les dynamiques enclenchées pendant l'étude voie verte et sur la consultation menée par le conseil départemental juste avant qu'on mène le nôtre, de sorte on avait déjà beaucoup de choses. Et en gros, on est arrivé, c'est un peu la cerise au gâteau, le truc en plus, mais j'étais habitué à répondre. Ce qui fait que quand on a lancé la consultation en ligne, on l'a fait avec un questionnaire en ligne et une carte au parti, on a eu 600 consultations de l'enquête, 450 commencements qui n'ont pas été jusqu'au bout. Les dernières questions étaient un peu plus littérales, donc je pense beaucoup, a priori beaucoup se sont arrêtés sur la dernière page quasiment. Ça a fait que 250 réponses. Donc en gros, de ce qu'on a vu entre les réponses récoltées par le département sur notre territoire et les réponses qu'on a récoltées nous, c'est pas forcément les mêmes répondants. Donc c'était pas mal. Et on a fait des actions de concertation, d'information, de mobilisation un peu tout au long. Bien sûr, mais à vélo, on a fait des projections au cinéma, on a fait des interventions presse, on a fait une grosse fête du vélo et des mobilités qu'on a mis en photo. On essayait de maintenir en permanence une pression, une attention là-dessus. Diapo suivante. La diapo suivante est sur les acteurs socio-économiques qui sont pour nous, c'était un peu un truc clé. C'est-à-dire qu'on n'avait pas de structure type pub, alors que nous, c'est la Vélorussion, les cyclomotivés ou des trucs comme ça. Et on n'avait pas de structure citoyenne autour des questions de mobilité. Donc, on a fait avec ce qu'on avait. Donc, on a intégré clairement dans la gouvernance, sur les phases amont, dès le départ, on a intégré, comment dire, les clubs cyclosportifs et cyclo-loisirs. Ils sont regroupés, on a 5-6 côte à côte, ils sont regroupés avec un porte-parole qu'on a clairement mis dans la gouvernance, dans le COPIL, dans le COTEC. Et puis, on a la chance d'avoir des acteurs industriels de la filière vélo, des acteurs de la vélo-vallée. On les a mis pareil dans la gouvernance. Ils tenaient pas forcément, mais quand un acteur disait quelque chose, de temps en temps, on avait besoin que si ce propos n'était pas validé par les élus, de temps en temps, il tombait un peu à plat. Le fait que des acteurs industriels de la filière vélo puissent dire derrière, effectivement, cette analyse est pertinente sur l'avenir du vélo, sur le potentiel économique de développement ou de commerce ou de service du territoire, bah, quand un acteur de la Vélo-Vallée, ça donne beaucoup de poids et on s'est vraiment voyeusement appuyé dessus. On a fait un partenariat renforcé aussi par d'autres actions, notamment on a toute une mission autour du cyclotourisme, on a une action un peu culturelle, donc on a fait pas mal de choses avec eux autour, ce qui fait qu'à un moment on a clairement fait une réunion avec tous les acteurs socio-économiques, donc c'était les clubs cyclo, on a pris les réparateurs, les principaux réparateurs vélo du coin, les principaux magasins du coin, on a pris les opérateurs touristiques, donc on a des opérateurs, des agences de voyage en gros, qui avaient un souhait d'organiser des produits autour du vélo ou de renforcer leurs produits existants par des mobilités actives pendant le séjour. On s'est vraiment basé là-dessus et on a pris un moment à discuter. Alors, en termes de technique d'animation, totalement informel et c'était un peu volontaire. C'est-à-dire qu'on s'est mis autour de la table, on a sorti les cartes, on a sorti le café, les cookies et on a discuté entre pairs, entre guillemets, de sorte à leur dire, bah voilà, on l'a fait juste avant la phase de planification. On vous donne le diagnostic qui a été fait, vous pouvez déjà l'amender si besoin, on vous donne nos enjeux et puis on vous donne nos premières pistes de réflexion, mais si vous voulez les faire évoluer, on peut, c'est le moment.
Et ça a très bien marché. On les a tous eus ce jour-là quasiment. Et des retours très bons. Ça a un peu nourri, enfin non, ça a pas mal nourri les travail de planification. Mais surtout, ça nous a permis après, quand on est arrivé devant les élus, sur la deuxième phase de planification et sur les rendus copies, les conseils syndicaux et conseils communautaires, ça permettait de dire, bah, ce qu'on vous dit, c'est pas Jean-Guillaume, chargé de mission dans son bureau qui l'a fait ou le bureau d'études de Montpellier. Non, non, on a été discuter avec les gens qui vivent le vélo au quotidien. Pour nous, c'était important, validation, enfin, validation, co-construction, validation de nos hypothèses et nos pistes de travail. Diapo suivante, s'il vous plaît. Le bilan. Donc, ah oui, on a utilisé plein de petits outils. Alors, juste la diapo précédente, pardon. Là, on a fait une phase de la mobilité. Au moment en fait, de la même manière que sur les élus, on a maintenu la pression permanente, enfin, sur les grands publics, on a maintenu le vélo dans le champ de l'action politique pendant 2 ans. On a fait pareil avec les élus. Dès que j'avais l'occasion, je parlais vélo, pas forcément pour leur faire des grosses validations, mais plein de fois, c'était juste pour leur donner un point d'étape pour qu'ils aient toujours en tête le vélo. Un peu la stratégie. Et là, on a fait une phase de la mobilité. On parlait tout à l'heure, Monsieur Polesi, pardon, parlait au départ d'acculturation. Bah, c'est l'un des premiers trucs qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il faut de l'acculturation. La phase de la mobilité, c'est un outil pertinent pour ça, ça nous a semblé. Donc, ouais, on a eu des succès. La participation, elle n'est pas négligeable. On a près de la moitié des communes qui ont participé de près ou de loin aux échanges. On a 40% qui sont venus à une réunion, un atelier, aussi grâce au phoning, très clairement. Et je répondrai après la question. Ouais. Et puis, on a celles qui ont répondu par mail et tout ça. On a 450 à 600 citoyens qui ont répondu au questionnaire. Alors, c'est un peu ridicule, hein, mais quand on a 33 000 habitants, en fait, bah, c'est pas mal du tout. D'autant plus que dans les 33 000, il y a aussi les jeunes, les très jeunes et les très vieux qui sont un peu moins réactifs, on va dire. Et puis, on a un résultat qui fait consensus. Et par rapport à ce que disait Monsieur Polisi tout à l'heure, ça fait écho, on revoit avec le recul ce qu'on a pu faire. Je pense on avait pas mal de sceptiques quand on a commencé le travail, donc plutôt des acteurs négatifs. Quand on commence une concertation comme ça, moi, je ne savais pas qui allait être un acteur positif, négatif, moteur, frein et tout ça. Je pense qu'au départ, on avait quand même beaucoup, beaucoup de sceptiques. Et le consensus, pour moi, est un premier résultat dans le sens où ça veut dire qu'on a quand même désamorcé énormément d'hostilité. Et c'est déjà beaucoup. Alors, diapo suivante, l'échec, j'ai envie de dire, c'est aussi que on a fait que les mettre neutres, on n'a pas réussi à les emporter. Et donc ça, c'est quand même une mise en œuvre qui est hypothétique et c'est quand même décevant, entre guillemets, quand on bosse pendant 2 ans sur un projet, quand on sort un schéma directeur, de dire qu'on va pas le mettre en œuvre. Alors c'est évident que le contexte politique est peu propice aux gros investissements. On a rendu notre schéma directeur en juin 24 au moment de la dissolution et depuis on sait à quel point c'est compliqué. On a eu des annonces d'annulation, de remise, de tout ça sur son vélo. Enfin bref, les élus ne sont pas sentis hyper sécurisés en disant qu'ils allaient être soutenus à fond là-dessus. Ça freine. On est aussi en fin de mandat, pour être honnête. 2025, c'est l'année de finalisation des projets portés par les élus. C'est pas l'année où on relance des gros trucs, ou sinon c'est travailler déjà 3 ans. Et on se rend compte aussi dans la participation du public, enfin, de tout le monde en fait. On a des biais forts dans les concertations, très très forts. On n'a pas d'association citoyenne locale, comme je vous disiez. Donc les participants, c'est ceux qui sont convaincus, et ils sont convaincus sur leur usage. Et quand on a des clubs psycho qui viennent, si on a un club psycho dont la marotte est allée faire le col d'Aspin tous les week-ends, lui, il va nous faire un super tracé pour aller au pied du col d'Aspin et aller faire le col d'Aspin. Quand on lui parle d'aller chercher son pain à la boulangerie en vélo ou d'aller à l'école, ça leur cause pas. Et eux, leur usage, c'est le col d'Aspin. Et c'est pareil pour les élus locaux, en fait. Les élus locaux, c'est des élus qui croient déjà, qui veulent déjà prendre le vélo, ou qui sont opérateurs touristiques, ou qui sont... Donc, ils ont leur focus. Et c'est vrai sur un peu tout. Et ça fait des biais forts. C'est-à-dire que monsieur ou madame tout le monde, on les a pas forcément. Et puis, l'échec pour moi, c'est qu'en fait, quand on parle vélo, chez nous, la mentalité du vélo, c'est clairement que le vélo, c'est du loisir ou du sport. Et c'est pas du transport. Le vélo et le programme à vélo, il a vraiment été perçu initialement comme un truc urbain et bobo, excusez-moi du terme, mais en gros, c'était, OK, c'est super, le vélo, c'est bien à Paris, c'est bien à Toulouse, c'est bien à Bordeaux, mais nous, ça marche pas. Et faire changer les mentalités, c'est excessivement complexe, et c'est un truc sur lequel 2 ans de travail, ça ne suffit pas, entre guillemets, à changer des mentalités. Donc voilà. Voilà, et essayer d'arracher des points de vigilance. Alors, c'est vraiment, il n'y a aucun jugement de ma part. Je sais tout ce que j'ai raté. Je sais que chacun va le faire du mieux possible, donc ne le prenez vraiment pas comme du jugement ou un truc comme ça. Voilà, c'est vraiment un conseil entre pairs. On est tous dans la même situation.
Le premier conseil, c'est l'humilité et la perception des politiques publiques, en tout cas en milieu rural, peu dense, c'est que c'est politique publique pro vélo, c'est que c'est descendant, métropolitain, bobo, écolo. A priori, très négatif, vraiment très négatif. Et que voilà, je sais que certains m'attendaient un peu au tournant en se disant qu'on allait arriver en donneur de leçons, et c'est vraiment le truc, on a été très, très prudent avec ma hiérarchie pour y arriver, en disant on va le faire ensemble et tout ça. C'est vraiment un positionnement qui est hyper important, mais presque à la première réunion. Les points de confiance qu'on perd à la première réunion sont très durs à récupérer. Et après, il y a un juste discours à avoir à un autre niveau, je pense, entre un discours technique, quand on fait un schéma d'aménagement, quand on commence à discuter aménagement, équipement de vélo et tout ça, en fait, c'est très technique. Mais qu'en fait, quand on parle à quelqu'un avec une approche humaine, sociale et psychologique du territoire et aussi des mobilités. Et derrière, c'est hyper important, notamment cette question de mobilité, de sortir des a priori, de revenir à des fondamentaux du genre et comment faisaient vos grands-pères avant pour aller au travail ou des trucs comme ça. Revenir sur comment ils vivent les vélos, de se dire, mais ne pas avoir de voiture ou faire du vélo, c'est un marqueur social négatif, encore en milieu rural. C'est-à-dire que si on n'est même pas capable d'avoir une voiture, si on n'a pas réussi grand-chose. Enfin, ouais, il y a toutes ces dimensions-là qui sont très fortes sur mon territoire. Donc, en fait, de temps en temps, on a des discours sociaux, psychosociaux, j'ai envie de dire. Et nous, on répond technique. Et là, c'est peut-être pas le bon niveau enfin, voilà, peut-être que la réponse n'est pas adaptée. Ensuite, il faut la disponibilité, c'est-à-dire que nous, on a répété les moments, on a répété les supports, on a adapté le vocabulaire, on a adapté le savoir-être, notamment sur ce que je disais tout à l'heure de donneur de leçons et tout ça. On a vraiment rendu, l'idée, c'était de rendre la participation disponible. On doit parler leur langue, enfin, il fallait parler leur langue, il fallait qu'ils nous sentent ensemble, notamment en tant que chargé de mission, sur un territoire, voilà. J'ai pas l'accent, je suis pas issu du territoire. Il y a plein de trucs qui faisaient que je pouvais être, entre guillemets, perçu comme un étranger. Donc, le savoir-être était hyper important à ce niveau-là. Ensuite, il faut trouver des relais, mais ça a été dit tout à l'heure sur les mobilités, sur l'écosystème, un peu la cartographie initiale. Ben, s'il y a pas de enfin, il faut trouver un portage politique. C'est le mieux de trouver un portage politique, de s'appuyer sur des mouvements citoyens, et la FUB est vraiment, c'est génial. Mais il y a aussi, alors avant, ça s'appelait Vélo et Territoire, j'ai oublié leur nouveau nom. Il y a plein d'associations qui peuvent exister, qui peuvent vraiment vous guider, aussi des associations de parents d'élèves, pourquoi pas. Enfin, il y a plein de choses. Des opérateurs économiques, nous, c'était touristique, mais c'était aussi de boutiques, de réparateurs, de cafés vélos, comme ça. C'était vraiment des acteurs hyper importants. Et en fait, tout ça, ça permet que on sait à quel point on va manquer de temps tous merci, Vélo et Mars, merci Claire. On va tous manquer de temps dans l'animation qu'on pourrait faire. Donc, le fait de s'appuyer sur des relais comme ça, qu'ils soient politiques, citoyens ou économiques, permet de déléguer une partie de notre animation, de toucher d'autres personnes, d'autres moyens, de parler d'autres langages que les nôtres, notamment, moi, mes opérateurs économiques touristiques. Clairement, ils parlent un langage qui n'est pas le mien, et c'est super parce que ils font mou auprès de certains élus, et c'est important. Donc, voilà, je pense que j'en ai fini. J'ai essayé d'être rapide pour respecter les délais. Et alors, j'ai vu qu'il y a quelques questions. Alors, Mary Oui. Miramas, c'est par rapport à l'acculturation. L'acculturation, en fait, l'idée, c'est la fresque des mobilités, c'est vraiment un outil pour s'approprier la question des mobilités dans l'ensemble des dimensions et de se dire qu'en fait, aujourd'hui, faire du vélo, même en milieu peu dense, en fait, faut pas se focaliser sur le vélo, faut poser toutes les questions de mobilité et de repartir sur les évolutions des mobilités depuis quelques décennies, tout ça. C'était vraiment un truc où ensemble, ils sont passés 2-3 heures à discuter avec vraiment côté opérationnel de moi, élu local, c'est une fresque spéciale élu qu'on a fait. Donc, moi, élu local, comment je peux travailler sur, voilà, comment je peux travailler là-dessus, comment je peux m'approprier ces sujets-là, qui sont de temps en temps en dehors de voilà, j'ai pas mal d'élus de petites communes qui se sentaient pas concernés par ces sujets de mobilité, pour qui c'est pas leur sujet. La OM, c'est la région, la question se pose pas, les gens prennent leur voiture, ils vont au village, il y a pas enfin, ils vont au travail, il y a pas de contrainte de bouchon, il y a pas de contrainte de stationnement, il y a pas de contrainte, il y a la seule contrainte, c'est le coût, mais ça, ils sont pas responsables. Donc, c'était ça l'idée de l'acculturation, d'avoir un moment où tout le monde va se mettre d'accord sur des diagnostics et des enjeux des questions de mobilité. Alors, visibilité financière dès le début, bah oui, c'est évident, je suis totalement d'accord. C'est un peu une frustration même qu'on ait pu se lancer dans un schéma directeur vélo sans se dire qu'on allait se garder, je sais pas, 500, 600, 800 000 euros pour faire des schémas. Mais c'est aussi la réalité d'un PETR, c'est-à-dire on est une structure qui coordonne les Comcom entre elles. Chacune peut avoir sa stratégie.
Je pense que beaucoup n'avaient pas de visibilité sur combien ça coûte, en gros, un schéma directeur vélo et la mise en œuvre d'un schéma directeur vélo d'aménagement. Claire parlait tout à l'heure des obligations légales. Je pense qu'ici, on est encore à ce niveau-là d'information, qu'en fait, ils ont des obligations légales quand ils font de la voirie, de la rénovation de voirie. Après, on aurait bien aimé que l'État ait un peu plus de persévérance dans certains fonds, mais bon, bah voilà, je pense qu'on est tous pareils. Et puis, il y a un manque de culture aussi, de combien coûte pour une voirie. On a dit, la voie verte, 25 km, 10 millions, c'est perçu comme un truc monstrueux. Quand on ramène ça au mètre linéaire, honnêtement, non, on est dans les prix assez classiques, mais oui, c'est 300 € mètre linéaire, une voie verte. Et j'ai vu avant, il y a une autre question. Oui, c'était une question sur les différents publics au final et savoir quelle était la temporalité entre les différentes concertations. Quelle durée au total? Est-ce que c'était un après l'autre ou bien un petit peu tout en parallèle? C'est tout en parallèle. Tout en parallèle parce que c'était aussi important, comment dire, chacun se répondait entre eux. C'est-à-dire quand on fait un diagnostic auprès des élus locaux, donc on est vraiment rentré sur les cartes, comme c'est vraiment la photo qu'on a là, on a sorti les cartes, on a sorti les crayons, on a dit voilà par où ça passe aujourd'hui, voici quels sont les enjeux, voici les points importants. Quand on a fait avec les citoyens, on a fait une consultation en ligne avec une carte partie. C'était un peu le même principe. Donc il fallait que les deux se répondent et c'était aussi intéressant, je trouvais, quand on pouvait avancer un peu, notamment dans cette phase avec la carte, de pouvoir dire, ah bah tiens, sur la carte partie, les gens, ils ont noté ça, ce point noir-là, vous en pensez quoi? Et comment traiter ce point noir-là avec les élus locaux, qui potentiellement sont les gestionnaires de voirie ou de la gestion de la gestion des flux à cet endroit-là. Donc voilà, c'était très, très pragmatique, tout mené en parallèle. Il y avait quand même une grande phase diagnostic en jeu, qui a vraiment, où là, en gros, une fois qu'on a fini ça, on rend les enjeux en comité de pilotage. Et après, on attaque la phase de priorisation, de planification, priorisation. Ça a vraiment été deux synthés, mais après, c'était mené en parallèle. Ça mobilisait combien de personnes? Eh bien, ça mobilisait le bureau d'études, donc une personne au bureau d'études, et moi, et donc 2 personnes en moyenne, même pas en moyenne à chaque fois, pour organiser, piloter ces moments de concertation. Je comptais environ, je dirais, 1 jour et demi par atelier avec les élus, 1 jour et demi pour moi, et je pense qu'il y avait 1 jour pour le bureau d'études. Entre la préparation en amont, trouver le lieu, c'était aussi important que chaque fois le lieu changeait. Je voulais à chaque fois qu'on aille un peu partout sur le territoire. L'idée n'est pas de chercher les acteurs et d'aller à chaque fois dans une commune différente, mais c'était pour être au plus près du territoire et éviter à tout prix le truc qui se décide dans le pourcent, un truc comme ça. Donc on a fait des réunions dans des bleds de 50 habitants. Et les élus étaient déjà contents qu'on vienne chez eux. C'est un truc qui joue, mais c'est aussi pour dire on est au plus près de vous, on vous écoute à vous. Et ça, c'est vraiment un truc important. Donc 1 jour et demi par atelier, 1 jour par réunion Zoom, enfin mes Zooms territoriaux. Et puis voilà, on sous-évalue toujours ce temps-là parce qu'il est en plus très 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 dilué en permanence. Et le temps qui pour moi est sous-évalué à chaque fois, c'est le temps de valorisation presse, valorisation site en ligne, valorisation les réseaux sociaux, on le sous-évalue à chaque fois. En fait, une publication LinkedIn, c'est pas un quart d'heure, quoi. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas ces compétences. C'est beaucoup plus long pour moi. Et la durée complète, ça a mis 18 mois, en gros. Ouais, 18 mois. Entre le moment où on a recruté le bureau d'études, on a lancé vraiment les premiers trucs, et la conclusion, c'est 18 mois. Super, merci. Il y a une question, alors je vois pas de qui c'est, mais qui demande, vous aviez travaillé avec quel bureau d'études sur la voie verte? On a bossé avec Artelia sur la voie verte, et on a bossé avec Immervit sur le schéma directeur vélo. Alors, pourquoi changement? C'est que je pense que Artelia, après 4 ans et demi avec nous, il commence à saturer un peu. Je pense que les élus également. Que Immervit travaillait déjà avec le département quasiment en synchronicité. Donc c'était aussi, voilà, ils ont fait déjà une très bonne réponse technique avant tout, et que les élus ont été prêts à mettre les petits sous en plus qu'ils demandaient pour avoir la même démarche. Et Immervit continue en plus à travailler avec la commune de Lannemezan, qui est elle-même engagée dans son schéma directeur vélo. Donc voilà, en fait, c'est pas mal. Ça permet ils ont une bonne connaissance du territoire et c'est assez fin. Et justement, par rapport à ça, comme je vous le disais, on s'est aussi beaucoup appuyé sur les dynamiques qui pouvaient enclencher le département, mais aussi certaines communes du territoire ont mis en place des trucs, notamment Lannemezan. On a fait une sortie de terrain avec le CEREMA autour d'un projet complet d'aménagement. Donc, il y a eu aussi cette visite de terrain, cette visite immersive, je crois que Leclerc l'appelait tout à l'heure. Et voilà,
j'ai envie de dire qu'en fait, Oui, tout à fait. l'animation, cette concertation, cette participation, on fait feu de tout bois, j'ai envie de dire. Tout doit servir l'objectif final de prendre en compte ces enjeux-là et de nourrir les réflexions. Très clair, merci Permettre beaucoup. juste Oui. un petit truc par rapport à ce que Jean-Guillaume vient de dire. Ça rejoint la remarque que je faisais tout à l'heure par rapport au guide, où il y a différents publics avec une gradation. Vous verrez que justement dans la balade immersive, les élus sont pas, les décisionnaires sont pas en gras. Mais en fait, c'est pas tant parce qu'ils sont pas vidés, au contraire, c'est juste que c'est plus compliqué de les avoir. Mais si vous les avez, comme là, ça a été le cas par chez vous, bah ouais, c'est le Graal, donc bravo pour que les élus Ils comprennent voient et tous du quand coup même. se sentent solidaires et se disent ah oui, effectivement, faut faire. Bah, il n'y a pas mieux, quoi. Ouais, bravo. Ils voient tous qu'on aurait pu faire mieux. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas à les écrire dans le chat ou bien à lever la main si vous voulez la poser directement à l'oral. Et puis sinon, on va passer à un petit temps de conclusion. Merci beaucoup Jean-Guillaume pour l'intervention qui était très riche, très intéressante et puis je pense qui intéresse beaucoup, comme on le lit dans le chat, qui intéresse beaucoup les territoires qui s'apprêtent à lancer des projets et qui doivent passer dans le concret de la concertation. Bravo à tous, merci. Avant de nous dire au revoir, de nous souhaiter une bonne après-midi, on va d'abord faire un petit retour sur les prochains rendez-vous. Donc sur notre calendrier à Vélo 3 qui s'accélère pas mal en ce début d'année. Au cours du mois de janvier, vous avez peut-être raté. Donc là, je commence à être un petit peu lumineuse, bizarre. Désolée. Au cours du mois de janvier, il y a eu différents éléments déjà, donc notamment le démarrage des classes virtuelles et puis d'autres webinaires que celui d'aujourd'hui. Il y a eu le webinaire sur le stationnement vélo. Donc n'hésitez pas si vous voulez revisionner l'ensemble de ces webinaires qui sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Donc sur le mois de février, vous aurez encore une fois des classes virtuelles qui vont se poursuivre en partenariat avec l'ADMA. Et vous avez le démarrage des classes présentielles. Donc la première date aura lieu la semaine prochaine à côté de Narbonne. Et il y en aura une également le 18 février à Vienne. Un rappel également sur les rencontres à vélo, puisqu'il y aura une rencontre à Nancy le 6 février. Vous allez recevoir tout prochainement un mail avec les différentes dates pour ces rencontres à vélo. Donc il y a un maillage de dates pour essayer de couvrir la plus grande partie du territoire possible. Et sinon, le prochain webinaire aura lieu le 20 février. Il sera sur le thème de l'apprentissage du vélo à l'école, donc en partenariat avec Génération Vélo et le recyclage. Vous voyez ensuite qu'il y a pas mal d'autres choses qui nous attendent sur le mois de mars et au-delà, mais on aura l'occasion de s'en reparler d'ici là. Veuillez noter aussi que tous ces éléments de calendrier sont présents sur le calendrier de l'espace collaboratif. Donc n'hésitez pas à vous y rendre et puis à directement vous inscrire via ces liens qui sont destinés uniquement à vous, lauréats. Je regarde s'il y avait des dernières questions. Donc il y a encore des remerciements. Il y a des remerciements pour la présentation de Monsieur Thiebaud. L'espace collaboratif, normalement, vous y êtes inscrit. Si ce n'est pas le cas, on va re-regarder avec vous. On va se noter de revérifier. C'est un espace auquel vous avez normalement toutes et tous accès en tant que lauréat, qui ressemble à ça. Voilà, donc vous pouvez retrouver dans le calendrier les différents rendez-vous qui rythment les mois ensemble. Voilà, merci beaucoup en tout cas pour tous ces moments et ces interventions aujourd'hui. Vous avez le QR code qui s'affiche pour remplir le questionnaire de satisfaction. Et donc, je vous invite à le remplir pour nous donner vos ressentis et puis vous exprimer sur les besoins que vous auriez. Et puis sinon, je vous souhaite une très bonne après-midi et puis à bientôt.